Une touriste russe a disparu au Pérou. On l'a vue pour la dernière fois avec son groupe sur un sentier de montagne dans la région de Huánuco. Quelques heures plus tard, on n'avait plus aucune nouvelle d'elle. Les habitants appellent cette zone une zone rouge. En juillet 2021, Alina Petrova, 30 ans, est arrivée au Pérou comme touriste. D'après le service de l'immigration, son arrivée a été enregistrée à l'aéroport international de Lima. Elle a passé ses 2 premiers jours dans la capitale, elle a acheté des billets de transport, du matériel de base, puis s'est inscrite à un itinéraire traversant les zones montagneuses de la région de Huánuco. Le but du voyage était une randonnée de plusieurs jours, le long de sentiers forestiers et montagneux menant à des cascades et à de petits villages. La base touristique où elle logeait a confirmé que Petrova avait rejoint un groupe de 8 personnes encadré par un guide local. Le parcours durait 4 jours, avec des nuits près des rivières et le passage d'anciens chemins de bergers. Les 2 premiers jours se sont déroulés sans incident. Le groupe avançait selon le programme, documentant le trajet par des photos et de courtes vidéos. Les participants notaient que Petrova s'attardait souvent pour prendre des images, mais elle rattrapait toujours les autres et arrivait au bivouac à l'heure. Le 3e jour, la météo s'est dégradée. La pluie a commencé le matin et le sentier est devenu dangereux. Selon le guide, il avait averti le groupe de marcher avec prudence et de rester serré. Vers midi, un incident s'est produit sur une portion raide. Des témoins ont raconté qu'Alina a trébuché, perdu l'équilibre et glissé le long de la pente. La chute n'a duré que quelques secondes. On a entendu son cri, mais elle a vite disparu dans la végétation et le brouillard. Tenter de descendre jusqu'à elle s'est avéré trop risqué. Le sol détrempé et les racines glissantes menaçaient d'emporter d'autres randonneurs. Le guide a pris la décision d'emmener le groupe jusqu'à une plateforme sûre d'où il était possible d'alerter le village le plus proche. À partir de cet instant, Alina s'est retrouvée seule. L'analyse ultérieure des traces a montré qu'en bas, elle avait pu se relever. Une bretelle de son sac à dos était déchirée, ses vêtements et ses chaussures étaient couverts d'argile. Les empreintes indiquaient qu'elle avait essayé de remonter, mais qu'elle n'y était pas parvenue à cause du sol qui s'éboulait. Après plusieurs tentatives, Alina a longé le pied de la pente. Les experts soulignent, dans ces conditions, une personne a naturellement tendance à suivre un talweg ou à se diriger vers l'eau. En forêt, les ruisseaux et les rivières mènent souvent à des hameaux ou à des sentiers. La progression suivante a été reconstituée par des indices indirects. À plusieurs endroits, les équipes de recherche ont plus tard trouvé des buissons écrasés, des empreintes de bottes et des traces de glissade sur la terre humide. Tout pointait vers le bas, en direction d'un ruisseau. En fin de journée, plusieurs habitants d'un village voisin ont signalé avoir entendu une voix de femme. Selon eux, le son ressemblait à un cri et provenait de la forêt vers 19 h. Personne n'a osé partir à la recherche, il continuait de pleuvoir et la zone était réputée dangereuse. Le lendemain, la police et des bénévoles ont lancé des recherches officielles. La première étape fut l'inspection de la pente, puis la progression le long du ruisseau. C'est là, près de l'eau, qu'on a trouvé des empreintes de pieds nus. Les traces étaient fraîches, de tailles différentes, celles d'un homme adulte et d'un adolescent. Il n'y avait pas de touristes dans ce secteur ce jour-là. Cette découverte a été le premier signal inquiétant. Dans la zone où Petrova avait disparu, d'autres personnes se trouvaient présentes. Ni ce jour-là, ni les suivants, la touriste n'a rejoint un village. Elle n'a pas donné de signal et n'a pas été vue par les habitants. Pour le groupe et la police, ce fut un tournant. L'affaire a cessé d'être perçue comme un simple incident de randonnée. Les recherches ont continué, mais des signes de présence de tiers ont été relevés dans la zone de disparition. Des traces de motos, des foyers et des témoignages d'habitants ont indiqué qu'elle avait pu se retrouver dans un secteur contrôlé par des groupes armés. Le 2e jour après la disparition, la police de Huánuco a renforcé le dispositif. Des bénévoles et des équipes cynophiles ont été mobilisés. Les secteurs ont été ratissés depuis le lieu de la chute, en descendant la pente et vers les ruisseaux latéraux. Le premier indice sérieux a été relevé sur une piste de terre à environ 600-700 mètres de l'itinéraire présumé de Petrova. On y a trouvé des empreintes de pneus de 2 motos. À l'état du sol, elles dataient des dernières 24 heures.
À proximité, gisait une bouteille en plastique vide qui sentait l'essence et un paquet de cigarettes d'une marque locale. Ces éléments concordaient avec ce qu'ont ensuite rapporté les habitants d'un village proche. D'après eux, le jour de la disparition de la touriste, ils avaient entendu des moteurs et vu plusieurs hommes, armes visibles, circuler sur une piste forestière. L'un des témoins a dit « Quand ils passent, on reste chez nous, ce n'est pas notre territoire ». Ces paroles ont confirmé un autre point important. Le secteur où Petrova a disparu est considéré par les habitants comme une zone rouge. C'est ainsi qu'on désigne les parcelles gardées des plantations illégales de coca. Officiellement, le territoire est sous contrôle des autorités, mais en réalité, une partie de la forêt sert à la culture et l'accès y est dangereux pour les étrangers. Les recherches ont été compliquées par la météo. La pluie a persisté, la visibilité était réduite et les véhicules s'enlisaient. Les équipes ont donc opéré par sorties diurnes courtes sans bivouac en profondeur. Le troisième jour, les bénévoles ont trouvé un nouvel indice. À l'écart du sentier principal, ils ont découvert un foyer avec des braises éteintes. À côté, des traces de plusieurs personnes, dont certaines pieds nus. Sur une pierre, l'empreinte d'une semelle de type européen, caractéristique de chaussures de randonnée. La taille correspondait à une pointure féminine moyenne. La comparaison avec des photos des baskets de Petrova a donné une correspondance partielle du motif de semelle. Cette découverte a renforcé l'hypothèse que la touriste était bien passée par là, mais la présence d'empreintes nues à proximité indiquait que d'autres personnes s'étaient arrêtées au même endroit. Le même jour, les autorités régionales ont restreint la participation des bénévoles, invoquant le risque de confrontation avec des hommes armés. Le procès-verbal mentionne « La zone de recherche est déclarée complexe, l'accès est possible qu'avec l'accompagnement de la police ou de l'armée ». Parallèlement, la famille de Petrova est arrivée à Lima. Les parents et le frère ont fait une brève déclaration. Elle est expérimentée et prudente. Si elle l'avait pu, elle serait sortie vers des gens. Nous pensons qu'elle a été retenue. Ces propos allaient dans le sens des discussions informelles. La probabilité d'un simple égarement diminuait. Au 4e jour, l'armée a commencé à cartographier la zone. Sa mission différait de celle de la police, repérer l'activité des gardiens des plantations et couper les voies servant au transport de marchandises. C'est alors que l'on a découvert en plusieurs points des signes caractéristiques, des poches battues au bord de l'eau, des caches de carburant et des fenêtres taillées dans la végétation pour l'observation. Les journalistes couvrant l'opération soulignaient « Ce n'est pas une forêt au hasard. Il existe ici un réseau d'abris et d'itinéraires. La touriste a pu se retrouver sur leur passage. » Une semaine après l'incident, une autre pièce est apparue au dossier. Lors d'une patrouille le long d'un ruisseau, on a trouvé un morceau de tissu et un bout d'emballage alimentaire d'origine européenne. Ces objets n'appartenaient pas aux habitants. L'hypothèse qu'ils aient pu être laissés par Petrova s'est renforcée quand ses proches ont reconnu le tissu comme provenant de son coupe-vent. À ce stade, l'affaire a définitivement basculé du registre de l'incident touristique à celui du pénal. Lors d'un point presse, le porte-parole de la police a déclaré « Nous examinons toutes les pistes, y compris la possibilité que la touriste ait croisé un groupe sans lien avec les habitants ou les voyageurs. » Entre-temps, la presse publiait des titres tels que « La Russe disparue a pu tomber aux mains d'hommes armés » et « Les zones rouges du Pérou deviennent mortellement dangereuses pour les voyageurs ». Officiellement, personne ne confirmait cette version, mais l'ensemble des faits y conduisait. Dernier contact visuel, avec le groupe, sur le sentier. Les traces indiquent une progression vers le bas, en direction de l'eau. Une activité d'hommes armés est relevée dans la zone de recherche. Des témoins locaux signalent le passage de motocyclistes. Des indices susceptibles d'appartenir à la touriste sont découverts. À ce moment-là, l'opération de recherche est devenue l'une des plus vastes de la région. Surtout, elle a pris une dimension politique. Il ne s'agissait plus seulement d'une citoyenne russe disparue, mais du contrôle de territoire où opéraient de fait des structures armées. 10e jour après la disparition, dans un district voisin, un coursier a été interpellé. Dans son téléphone, on a trouvé un message « L'étrangère est ici ». Ces mots ont été le premier indice direct que la touriste pouvait se trouver aux mains d'un groupe armé.
Après la première semaine, la situation a changé. Jusque-là, police et armée agissaient avec prudence. Désormais, l'enquête disposait d'éléments orientant vers une piste criminelle. L'arrestation a eu lieu à un poste de contrôle d'un district voisin. Un banal contrôle s'est soldé par la découverte d'une arme, d'argent et d'un téléphone à touche. La messagerie de ce téléphone s'est révélée déterminante. Dans l'un des messages, daté du jour de la disparition d'Alina Petrova, on lisait « La gringa está aquí, l'étrangère est ici ». Selon l'enquête, le téléphone appartenait à un homme utilisé comme coursier entre des bases de gardiens. Ces contacts correspondaient à des numéros déjà connus de la police dans d'autres dossiers de plantations illégales. Ces informations n'ont pas été publiées officiellement, mais elles ont rapidement fuité dans la presse. Des journaux de Lima écrivaient « Le téléphone du coursier pourrait prouver que la Russe a été retenue dans un camp de gardiens ». Cet indice a été décisif. Jusqu'alors, la disparition de Petrova pouvait passer pour un accident. À présent, la police avait des raisons de penser qu'elle avait été prise en main par ceux qui contrôlaient la zone. Le lendemain, l'armée a mené un raid dans un secteur considéré comme la base du groupe. Le camp avait été abandonné à la hâte. On y a trouvé des abris en bâche, des jerrycans de carburant, 2 motos sans plaques et des restes de nourriture. Mais surtout, des effets personnels inhabituels pour des gardiens. Une veste de femme, un sac à dos et une basket de fabrication européenne. La famille de Petrova, restée à Lima, a reconnu la veste sur photo. Plus tard, une expertise a confirmé la présence de traces biologiques correspondant à l'ADN. Ces découvertes ont changé la nature de l'enquête. Pour la première fois, une preuve directe montrait que Petrova s'était trouvée dans un camp de groupe armé. Après la découverte des effets dans le camp, une question restait entière. Où l'avait-on emmenée ensuite ? Plusieurs scénarios étaient examinés et tous confirmaient que l'affaire n'était plus un simple manque à la piste. Le 11e jour, une seconde chaîne d'indices a été relevée. Dans un village situé à 12 à 15 km de la zone de recherche, plusieurs habitants ont déclaré, la nuit suivant la disparition, un cri de femme et des bruits de moteur vers minuit. Ils avaient d'abord cru à une dispute de voisins, puis compris que le son venait de la forêt. Ces informations n'ont pas statut de preuve officielle, mais elles coïncidaient avec l'activité relevée sur les pistes. Selon un témoin, le cri a été bref, comme un appel à l'aide, puis tout s'est brusquement arrêté. La police examinait alors 3 scénarios principaux. Rétention temporaire. Petrova aurait été retenue pour vérification, savoir si elle avait signalé son itinéraire, si elle était suivie, puis emmenée ailleurs. Témoin d'un transport. Si elle a vu des déplacements d'hommes ou de marchandises, on a pu la considérer comme un risque et l'éloigner de la zone pour éviter toute fuite. Ressources de réserve. La touriste aurait pu être gardée comme levier en cas d'affrontement avec l'armée. Aucun de ces scénarios n'était pleinement confirmé, mais tous excluaient le hasard. 2 semaines après la disparition, un autre abri a été découvert lors d'un raid. Lui aussi avait été évacué en hâte. Parmi les objets, des listes de tours de garde, des cartes sommaires d'itinéraire et des sacs d'affaires. Parmi celles-ci, un t-shirt de femme et un élastique à cheveux. L'expertise a confirmé la correspondance des traces biologiques avec les échantillons fournis par la famille Petrova. Ce fut le 2e indice clé. 2 lieux distincts contenaient désormais des effets liés à la touriste. En parallèle, des surnoms et 2 noms complets ont été relevés dans les documents. Ils ont plus tard été rattachés à un groupe de gardiens connus opérant dans ce secteur. La presse écrivait « Pour la première fois, des personnes précises sont désignées comme responsables du contrôle de la zone où la Russe a disparu ». À Lima, une conférence de presse a eu lieu. Le porte-parole de la police a déclaré « La piste d'un enlèvement de la touriste est prioritaire. Un groupe contrôlant le secteur a été identifié. Des actions ciblées sont en cours pour les interpeller. » Ce fut la première reconnaissance officielle que l'histoire d'Alina Petrova n'était pas une simple disparition en forêt, mais un épisode criminel lié à l'activité de groupes armés. Les médias continuaient de publier.
La presse russe parlait d'un test de sécurité pour le tourisme péruvien. Au Pérou, on écrivait prudemment « L'étrangère a pu devenir la victime d'un conflit que les autorités préféraient ne pas rendre public ». La pression sur police et armée s'accentuait. On attendait désormais des arrestations et la mise au jour du réseau. Les raids ciblés ont mis au jour un maillage d'abris et d'itinéraires. On y trouvait des documents, du carburant, des vivres et des effets liés à la ressortissante russe disparue. Pour l'enquête, c'était la preuve définitive. La touriste ne s'était pas simplement perdue, elle avait été happée par le système de garde des plantations. Après l'identification des noms dans les listes, une phase d'opération ponctuelle a commencé. L'armée a travaillé avec l'unité antiterroriste. Objectif, bloquer les voies de sortie du secteur et appréhender les personnes liées à la garde. En quelques jours, 3 abris ont été découverts. Le premier, une petite base sur une hauteur, contenait des radios et des cartes annotées. Les routes de déplacement y étaient tracées en rouge, les postes de garde marqués par des points noirs. Le deuxième abri renfermait des vivres, des jerrycans, des vêtements. Parmi ceux-ci, des articles de taille féminine, atypiques pour des gardiens. Le troisième était un dépôt dissimulé. Sacs d'engrais, outils, munitions. Dans une caisse, on a découvert des objets personnels. Un bracelet et une housse de téléphone. Le proche d'Alina ont reconnu le bracelet comme le sien. L'ensemble de ces trouvailles indiquait que dans les premiers jours, la touriste avait été déplacée avec le groupe. Une seule question restait, où se trouvait-elle ensuite? À Lima, des journalistes écrivaient « Il ne s'agit plus de retrouver une disparue, mais de démanteler tout un réseau ». Les médias russes insistaient sur le fait qu'Alina était devenue victime de réalités jusqu'alors tues. La résonance internationale grandissait. L'affaire a été évoquée au niveau diplomatique. L'ambassade de Russie exigeait des réponses officielles et les autorités péruviennes reconnaissaient que la zone de disparition était de facto sous contrôle criminel. Les déclarations officielles restaient mesurées. Un représentant du ministère de la Défense péruvien a dit « Nous travaillons à reprendre le contrôle du territoire. S'agissant de la ressortissante étrangère, tous les indices pointent vers sa présence dans des camps d'hommes armés. » À Lima, la famille de Petrova répétait devant la presse « Nous voulons connaître la vérité. Nous ne croyons pas qu'elle ait pu simplement disparaître. Toutes les données montrent qu'elle a été retenue. » À la fin de la 3e semaine, l'ensemble des éléments a formé la version officielle. Alina Petrova a quitté le sentier après sa chute. En cherchant une issue, elle a croisé la route d'un groupe de gardiens. Elle a été retenue dans au moins 2 camps. Les effets de la touriste ont été retrouvés en différents points. Le réseau d'abris et les documents confirment le contrôle du territoire par ce groupe. La conclusion principale à ce stade, la touriste est restée aux mains d'hommes armés plusieurs jours après sa disparition. Au-delà, sa trace s'est perdue. Pour l'enquête, ce fut le point de départ de la phase judiciaire. Pour la famille, la confirmation du scénario le plus sombre. Pour la société, le signal de l'ampleur du problème. 2 mois après la disparition de la touriste russe, une opération de force a été lancée au Pérou. Lors des raids, 5 personnes liées à la garde de plantations illégales ont été arrêtées. Parmi les objets saisis figuraient des effets appartenant à Alina Petrova. Après 3 semaines de recherche et d'opération, les autorités péruviennes ont annoncé le passage à une phase active. Objectif, arrêter ceux qui contrôlaient le secteur où la touriste avait disparu. Police, armée et unités antiterroristes ont été mobilisées. Un premier succès est intervenu dès Boutou. Sur une piste près de la vallée de Monzon, 2 hommes ont été interpellés. Lors des fouilles, on a trouvé des armes et des documents établissant leur lien avec le réseau de gardiens. L'un d'eux a ensuite été identifié comme Ernesto Salinas, 28 ans, courrier. Le second, Miguel Ramos, 22 ans, garde junior. Quelques jours plus tard, un raid dans un autre secteur a mené à 3 nouvelles arrestations. Parmi elles, Raúl Mendoza, 44 ans, que l'enquête a désigné comme chef de groupe. Avec lui, José Luis Guerra, 36 ans, coordinateur des déplacements, et Diego Flores, 25 ans, gardien. Au total, 5 personnes. Elles ont été transférées à Lima pour interrogatoires et poursuites. Lors des interpellations ont été saisies
2 carabines et une arme lisse, 4 motos sans immatriculation, des jerrycans de carburant, des cartes annotées des itinéraires, des radiotransmetteurs. Surtout, parmi les objets, figurait du matériel déjà rattaché à Alina Petrova. Une veste de femme et un sac à dos ont été versés au dossier comme pièce à conviction. L'expertise a confirmé la concordance des traces biologiques avec l'ADN fourni par la famille. Les 5 ont nié toute implication dans la disparition. Ils ont affirmé que les objets avaient pu se retrouver chez eux par hasard. Mais l'ensemble des preuves était solide. Le message du courrier, l'étrangère est ici, le camp avec des effets, le bracelet, les listes de garde, la concordance des noms dans les documents. Le procès s'est tenu à Lima fin 2021. L'accusation reposait sur plusieurs axes. Le contrôle du territoire. Les prévenus ont été reconnus responsables du secteur où la touriste a disparu. Les objets retrouvés. 2 expertises indépendantes ont confirmé leur appartenance à Petrova. La messagerie. Le message « L'étrangère est ici » a été relié à cette zone précise. Les documents. Les listes de garde et cartes annotées concordaient avec les témoignages et les indices de terrain. La défense soutenait qu'aucune preuve directe de culpabilité n'existait, mais le tribunal a jugé l'ensemble des éléments suffisants. Peine prononcée. Raúl Menzoda, 28 ans de réclusion. José Luis Guerra, 25 ans. Ernesto Salinas, 22 ans. Diego Flores, 20 ans. Miguel Ramos, 18 ans. Le tribunal a souligné « Il s'agit d'un groupe ayant agi de manière organisée et responsable de ce qui se passait dans le secteur sous son contrôle. La disparition de la touriste étrangère est liée à son activité. » Pour la famille Petrova, le verdict a été douloureux mais essentiel. Nous comprenons qu'elle n'est plus parmi nous, mais désormais, il y a la vérité et une sanction pour ceux qui portent la responsabilité, ont-ils déclaré. Pour les autorités péruviennes, l'affaire a fait jurisprudence. Le ministre de l'Intérieur a déclaré « Cela prouve que, même dans les zones les plus difficiles, nous pouvons mener une enquête jusqu'au tribunal. » Pour le secteur du tourisme, l'histoire d'Alina a servi d'avertissement. Les tours opérateurs ont ajouté dans leurs consignes un point spécifique. Les itinéraires traversant des zones rouges sont interdits sans escorte militaire ou policière. Les médias internationaux ont qualifié le procès de « cas rare » où la garde de plantations illégales se retrouve devant la justice. L'histoire d'Alina Petrova s'est close officiellement. Pour l'enquête et la justice, elle est consignée comme l'issue tragique d'une confrontation entre une touriste et un groupe armé. Pour la famille, c'est une blessure, mais aussi l'établissement de la justice. Et vous, pensez-vous que cette histoire aurait pu être évitée ? Grâce à des recherches plus précoces, l'interdiction des circuits en zone rouge, un meilleur contrôle des itinéraires. Les peines infligées vous paraissent-elles suffisantes? Et que faudrait-il changer pour qu'un tel drame ne se reproduise plus? Donnez votre avis en commentaire.